pourquoi écrire un commentaire de la Haggadah ? Et si déjà, pourquoi, de la même manière qu'ils ont la première Haggadah, semblerait-il, l'ont quand même écrite de mémoire. Donc pourquoi ne pas essayer de se mémorer tous les commentaires qu'ils ont lus depuis ces 25, 30, 40 dernières années et essayer de reconstituer un commentaire de la Haggadah. Bonjour et shalom, Richard Darmon, au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Mais cette semaine, à l'approche de la fête de Pessah, nous avons préféré aborder un thème plus historique et d'érudition juive concernant une Haggadah, le fameux texte qui est lu le soir du Seder de Pessah dans tout le monde juif. Une Haggadah qui a été rédigée pendant la Shoah, dans la clandestinité, avec pour en parler le docteur Yael David Touati. Bonjour et shalom. Bonjour, shalom. Et Yael, vous avez longuement travaillé dans l'éducation et l'identité juive. Vous avez été entre autres directrice à l'Alliance israélite universelle du programme JAD d'éducation juive formelle et informelle pour les petites communautés en Europe. Et puis vous avez assumé de nombreuses missions dans ce continent, et puis aussi au Maroc, en Turquie, en Pologne. Et vous venez de terminer, c'est pourquoi on a le plaisir de vous recevoir ici, vous venez de terminer un doctorat à l'université de Strasbourg sur ce qu'on appelle le Yari Vedici, une expression italienne, mais qui est un... Non, pas du tout. Non ? Alors quoi ? Yari Vedici. Alors, bon. Vous allez nous expliquer. Voilà. Alors, tant mieux. C'est bien que vous m'ayez fait un contre dès le départ. Ça permettra de donner du suspense. Alors, un commentaire inédit, une Haggadah qui a été écrite, donc, une Haggadah de Pessah, qui a été écrite pendant la Shoah par une famille alsacienne, à savoir la famille d'André Neher, enfin les Neher, qui étaient réfugiés au village de Lanteuil, en Corrèze, donc dans le centre de la France, et un lieu que d'ailleurs les auteurs de cette Haggadah ont surnommé du nom de Ma'anaïm, les deux sources. Vous allez aussi nous expliquer pourquoi. Et donc, en fait, vous avez donc publié cette thèse et vous avez... Dites-nous pourquoi finalement cette famille réfugiée qui fuyait les persécutions nazies et qui s'était réfugiée dans un petit village français a eu le besoin de rédiger une Haggadah de Pessah. Alors bon, d'abord, je vais un petit peu préciser. Les Haggadot en elles-mêmes, il ne s'agit pas simplement d'une Haggadah, mais de 4 Haggadot, un petit peu comme les 4 enfants des Neher. Albert Neher est parti donc avec il avait 4 enfants. Sa fille, qui était mariée à l'époque, les a quittés pour être avec son mari dans la région de Lyon. Mais eux, effectivement, ont fait comme beaucoup de gens. Alors, vous dites, ils fuyaient le nazisme. Au début, ils fuyaient surtout les Allemands, puisqu'ils étaient sur la frontière à Strasbourg. Donc, ils ont été évacués les premiers. Eux, ils sont partis juste avant l'évacuation de Strasbourg. Ils sont partis déjà le 25 août 1939. Ils se sont dirigés un petit peu comme tout le monde, avec la différence, c'est que les Alsaciens, en général, bien souvent, leur famille était alsacienne, et avec l'avantage que les Juifs, eux, quand ils quittaient ces régions, ils allaient vers d'autres communautés juives. Alors, ce n'était pas forcément de la famille, mais ils savaient, pour ceux qui cherchaient une terre d'accueil, je pense qu'on vit ça un petit peu en ce moment dans l'actualité aujourd'hui qui nous entoure, le fait d'être juif crée une connexion qui fait que les gens se sont d'abord dirigés vers Saumur. Après, ils ont entendu qu'il y avait une très belle communauté juive à Limoges. Il faut dire que les Neher étaient Shomrei Mitzvot, ils respectaient la Torah, ils étudiaient, etc. Donc, ils se sont rejoints les Bolacs à Limoges. Et Limoges, il y avait tout. C'est vraiment la communauté par excellence, avec tout le séminaire rabbinique, les écoles, même l'abattage rituel, le cimetière, le mikvé, tout pour les Juifs. Mais c'était une grande ville, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient attirés par Limoges, et donc on leur a conseillé d'aller dans une plus petite ville. Donc ils se sont dirigés vers Brive-la-Gaillarde, où André Neher à l'époque était professeur des écoles, professeur au lycée, professeur d'allemand, et son frère Richard était déjà juge, et donc ils avaient encore le droit de travailler, mais on se trouve déjà aux lois de 1940, avec le statut des Juifs. Et très rapidement, ils vont être révoqués. À partir du moment où ils sont révoqués, ils n'ont plus rien à faire en ville. Et donc, il faut qu'ils se dirigent vers
un endroit où ils seront moins remarqués des hommes à l'époque de cet âge-là, c'est-à-dire l'âge du STO, du service du travail obligatoire qui va les rattraper. Il faut absolument... En ville, c'est trop douteux et dangereux. Donc, ils se dirigent vers un petit village où déjà des Juifs se sont installés. Ce n'est pas les premiers à arriver là-bas. Et ils s'installent à Lanteuil, qui est à 12 km de Brive-la-Gaillarde. Et comme tous les Juifs qui se sont installés là-bas, ils cherchent s'il n'y a pas une grange, une maison. Et ils trouvent un ancien prieuré qui avait été transformé en château, le château de la Praderie, du marquis de la Praderie. Et ils s'installent dans un lieu-dit qui s'appelle Auriol, en haut d'une colline qui surplombe, en fait, puisque dans la vallée coule la rivière. Autour de la rivière se trouve le village de Lanteuil. Et donc, ils surplombent un petit peu la route, ce qui fait qu'ils peuvent un petit peu appréhender le danger. Et ils s'installent dans cette maison où il va se passer deux choses extraordinaires. Ils vont à la fois, eux, survivre, toute une famille entière, avec des naissances, des mariages, des enfants qui naissent. Ils étaient en tout 11. Et il faut dire qu'il y avait des personnes âgées, très âgées, et il y avait aussi une jeune maman, Hélène Samuel, qui est née Néer, dont le mari était à l'époque prisonnier, mais elle avait déjà une petite fille de 4 ans. Et donc, le grand-père, Albert Néer, a dit quand même, c'est Pessar, la petite, non seulement elle n'a pas son papa, elle est privée de tout, mais nous-mêmes, on n'a pas grand-chose, on va lui faire une Haggadah. Et il lui a dessiné une Haggadah pour enfants. C'est la photo qu'on voit derrière moi, c'est juste la couverture. Elle a été faite en 1941. Ça, il se trouve que c'est sur du papier canson, mais ils ont utilisé à peu près tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez des boîtes de chocolat qu'on recevait avec une jolie reproduction d'une peinture. Oui. Alors, il a utilisé le cadre, qui était comme un cadre de photo, et de l'autre côté, il a écrit et surtout dessiné la Haggadah pour la petite Fanny Samuel, dont le papa va les rejoindre à l'Agba Omer 1941. Et à partir de ce moment-là, ils vont réécrire chaque année une Haggadah. Et comme ils ont appelé l'endroit Machanaim, ils vont appeler ces Haggadot les Haggadot de Machanaim. Machanaim, qui est dans la Bible, l'endroit où Yaakov se réfugie. Oui, et c'est là où Machanaim est un endroit où il rencontre les anges. Et donc là, il comprend que, en fait, c'est à partir de là qu'il comprend que c'est pas par hasard qu'ils appellent, eux, cet endroit Machanaim. C'est le double camp. Il y a ce qui se passe là, le monde terrestre, et puis il y a quelque chose de beaucoup plus élevé qui les prend eux-mêmes, tous ces habitants de Machanaim, qui les tire vers le haut et ils se mettent à vivre une histoire biblique contemporaine. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouvera dans la pensée d'André Néer de manière très, très forte et innovante. Mais en fait, c'est comme ça que voit Albert Néer, qui est le patriarche de cette famille. Il se voit un petit peu dans une vie de kibbutz. Il faut dire que dans cette maison, il y a 11 membres de la famille, mais il y a encore une dizaine d'étudiants, des petits de 9 ans à 15, 16, 17 ans, des juifs et des non-juifs qui sont venus à Machanaim pour étudier. Et donc, c'est une école clandestine en plein cœur de la Corrèze, où on étudie et le judaïsme pour ceux qui sont juifs, et les matières générales, où après les témoignages de ces jeunes diront, grâce à mon passage à Machanaim, j'ai pu passer mon bac, devenir pharmacien, etc., comme le dit Pierre. Alors, en quoi vous utilisez l'expression dans votre introduction? Alors, Ya'ariv Edifshi, ce n'est pas une Haggadah, c'est un commentaire de la Haggadah. D'accord. Donc, la première année, comme je vous ai dit, ils ont fait une Haggadah assez enfantine, on va dire. Et puis, il manque beaucoup de textes parce qu'ils ont mis le minimum. Ils devaient quand même avoir un sidour. Donc, ils n'ont pas mis le Hallel, ils n'ont pas mis le Birkat Hamazon. Ils ont simplement mis le texte spécifique de la Haggadah, celui qu'on ne lit que dans la Haggadah. Et puis, l'année suivante, une nouvelle Haggadah et encore une nouvelle Haggadah, puis une 4e Haggadah qui se ressemblent beaucoup et dont, d'après moi, les différences principales sont liées directement à ce qui se passe autour d'eux. Je pense qu'on peut prendre juste l'exemple de la photo qui est derrière moi pour montrer que des palmiers en Corrèze, il n'y en avait pas. Ouais. Donc, ils vivent déjà à Inukecholmim. Ils vivent ce rêve d'Eretz Israël. Et tout ce qu'ils écrivent est autour d'Eretz Israël. Et donc, la deuxième année, en 1942, ils décident déjà d'écrire un commentaire. D'abord en français. Puis après, ils se jettent dans ce travail de la traduction de leur commentaire en hébreu. Les protagonistes de cette œuvre-là sont Richard et André Néer.
Richard s'est marié fin 41. Il va attendre une petite fille qui va naître en 1942. Donc, c'est la vie à Mahanaïm. Il y a la vie, il y a les mariages à Périgueux, il y a des photos d'ailleurs d'eux qui célèbrent Pourim. Même les enfants qui ont fait partie de l'école clandestine se rappellent. Il y avait une vraie vie juive à Mahanaïm. Et eux écrivent des commentaires. Et puis, il y a un troisième commentaire en l'hiver 43-44. Et ces commentaires pour donc 80, on va dire 80% en français, en fait, sont des commentaires très originaux. D'abord, c'est original dans la mesure où des commentaires, il y en a en général dans les Haggadot, mais ils sont inclus dans la Haggadah. Or, eux, ils ont écrit un texte à part. Ils ont essayé de suivre l'ordre de la Haggadah. Donc, on voit Kadesh, Urchatz, Karpas, chaque étape. Et leur analyse, elle va de un problème de halakha, un problème de pensée juive, une histoire liée à l'histoire de l'égyptologie. Ça peut être un débat sur, par exemple, un commentaire qui m'a beaucoup secoué, qui s'appelle Tse Ulmad, qui, d'après moi, laisse le plus de tous les commentaires. C'est celui qui fait encore plus transparaître ce qu'ils vivent. Tse Ulmad, dans la Haggadah, c'est rappelle-toi de ce que tu as fait là-bas quand tu es parti. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en substance ? Eux, ils se jettent sur la sociologie comme étant d'abord une pseudo-science. Je pense qu'ils sont très inspirés par Albert Neher. Je prouve aussi dans mon doctorat que même si c'est signé Richard et André, il y a beaucoup d'Albert Neher dans tout ça. Et donc, ces lois raciales, ces lois qui font qu'on va donner une étiquette à un homme et à partir du moment où scientifiquement on prouvera qu'il est différent ou même sous-homme ou que simplement il ne fait pas partie de l'avenir de l'humanité, c'est bien plus facile de l'éradiquer. Et donc, dans ce commentaire, il s'adresse directement à la sociologie et à la philosophie, mais justement de la philosophie, ils ont encore un espoir, mais de la sociologie, ils n'en ont pas du tout. Alors, je ne sais pas s'il y a des sociologues qui nous écoutent, ça devrait un petit peu les perturber, mais c'est vrai que moi, je me suis... à la lecture de ce commentaire que je me suis dit... on peut écrire quelque chose là-dessus. Parce que si on lit à travers les lignes de ce qu'ils ont écrit et qu'on sait comment ils ont vécu, et j'ai passé beaucoup de temps, non pas sur le texte, mais sur le contexte. Ouais. Et comme dit toujours Jean-Charles Herbier, le contexte est prétexte au texte. Et donc, ils n'ont pas écrit encore un commentaire de la Haggadah. Ils ont écrit le commentaire de la Haggadah de Juifs enfermés en Corrèze pendant la guerre. Avec quand même des conditions de vie, j'ose pas dire idéales, même si certains ont témoigné que c'était les meilleures années de leur vie de guerre, c'était à Mahanaïm. En tout cas, ils avaient à manger. Peut-être pas toujours ce qu'ils auraient voulu, mais ils avaient à manger. On savait qu'ils étaient juifs, parce qu'Albert Neher avait tenu à faire savoir au village qu'ils étaient juifs. Mais c'était pour le meilleur et pour le pire. Ils avaient un voisin assez hostile, mais ils avaient une voisine sur laquelle ils pouvaient compter. Ils ont été rattrapés en avril 1944, quand la division d'Asraj qui sévissait dans la région est montée jusqu'au château de la Praderie pour les arrêter. Mais quand ils ont vu tout ce monde, entre deux, il y avait eu des naissances. Ils sont partis en 11, mais ils revinrent bien plus nombreux. Et donc, finalement, ils ne sont pas revenus. Mais c'était veille de Pessah. Ils étaient partis avant qu'on vienne les chercher. Non, ils étaient là. Et Albert Neher, qui parle complètement l'allemand, deal avec les Allemands qui sont montés. Ils commencent à discuter, à parler. On a une femme enceinte, Hélène, qui va avoir sa deuxième petite fille en mois de juin, en 1944. Donc là, elle est très enceinte en avril. On a deux vieillards, deux vieilles personnes. Alors, comment réagissent les Allemands ? Ils sont étonnés. En fait, eux, ce qu'ils cherchent surtout, parce qu'il y avait eu des attentats dans la région, ils cherchent surtout les résistants. Mais ils tombent sur des Juifs, c'est quand même un beau cadeau. Donc, ils n'ont pas les moyens physiques de les emmener parce qu'ils n'ont pas de véhicule et la bétaillère qui est là, elle ne suffit pas. Donc, ils promettent de revenir et ils ne reviendront pas. C'est leur miracle. D'ailleurs, dans la Haggadah, ça figure de manière cryptée, mais plusieurs fois, ils utilisent des psukim qui montrent qu'ils ont vécu le miracle. Parce qu'il faut dire qu'avec ces Haggadot, ils en ont fait tout un cérémonial. La veille de Pessah, ils faisaient eux-mêmes leur matzot. Et après, une fois que tout le monde était beau, bien habillé, comme pour un Sefer Torah, ils se réunissaient autour de la Haggadah qu'ils venaient de terminer. Et chacun y mettait, alors la petite Fanny, elle rajoutait un petit rond rouge et les autres terminaient un mot. Mais enfin, c'était une vraie coutume.
Et alors, dans l'introduction ou la présentation de cette thèse assez passionnante, vous dites que, et c'est une question que je vous pose, que c'est un acte de résistance. Alors, pourquoi cette expression ? C'était ma question. C'était, en fait, pourquoi écrire pendant la guerre ? Des mémoires de guerre, ça s'écrit en général après, puis quand on sait comment ça va se terminer. Pourquoi écrire ? Alors, ils ont tenu chacun avec son journal de dépenses ou son journal de ce qu'ils ont fait dans la journée. Mais pourquoi écrire un commentaire de la Haggadah ? Et si déjà, pourquoi, de la même manière qu'ils ont la première Haggadah, semblerait-il, l'ont quand même écrite de mémoire. Donc, pourquoi ne pas essayer de se mémorer tous les commentaires qu'ils ont lus depuis ces 25, 30, 40 dernières années et essayer de reconstituer un commentaire de la Haggadah ? Non, pas du tout. Ils écrivent tout l'hiver, d'abord parce que les travaux des champs sont terminés et c'est tout ce qu'il leur reste à faire. Ils écrivent, ils produisent énormément. Et pour moi, c'est... Et puis, il y a des témoignages aussi. Ils le disent. André Neher, après-guerre, dira chaque fois qu'on voyait que le danger s'approchait, on allait chez Madame Couder, notre voisine, et on cachait tout ce travail qu'on avait fait. Maintenant, quand je vous dis ils ont écrit, c'est pas des carnets où ils ont écrit des... De la même manière que pour les Haggadot, ils avaient fait un effort graphique que vous pouvez voir derrière moi. Pour le commentaire, c'est déjà dans des carnets. Alors, il se trouve que c'était les carnets pour noter les quantités de lait de l'étable. Mais en attendant, des carnets mis en page avec déjà l'encadrement du texte. C'est quelque chose qui était prêt à la production, on va dire. Et donc, pour eux, c'est très précieux. Et c'est vraiment une forme, d'après moi, de résistance spirituelle. Ils n'ont pas pris les armes, mais ils ont pris... la plume pour se battre. Et à travers ces textes, donc ils les cachaient parce qu'ils avaient peur, évidemment, que si on les trouve, ça les mettait peut-être en danger. Alors, ils n'ont pas écrit ouvertement ce qu'ils pensaient du nouveau pharaon, du manque de compassion de la part des nouveaux Égyptiens de Corrèze ou de Navarre qui ne faisaient rien pour sauver les Juifs. Mais ils comparent beaucoup cette histoire de la Haggadah de Pessah et de la sortie d'Égypte avec ce qui s'y est passé et ce qui se passe autour d'eux. Mais alors, à qui avaient-ils conscience de quel lecteur ils auraient ? Est-ce que c'était... Mais voilà, c'est mon triangle. C'est le triangle. Est-ce que l'auteur a en face de lui le lecteur potentiel ? Et là, j'ai pas de réponse parce que quelquefois, ils écrivent en français, mais quelquefois, ils écrivent en hébreu. Quand c'est intégralement en hébreu, à l'époque, en France, ça s'adresse peut-être même aux Juifs de l'Est qui sont plus hébraïsants que les Juifs français. Est-ce que ça s'adresse simplement pour que si un jour quelqu'un trouvait ces textes, il se dirige vers une communauté juive Est-ce qu'ils ont écrit pour être lus ? Ça, oui. Rien que la mise en page, elle laisse entendre qu'on ne fait pas une tellement grande mise en page, effort de couleur, effort de retrait de ligne, etc., quand c'est juste pour soi-même. Donc, mais quel est le lecteur potentiel ? Il y a beaucoup de réflexions au goyim aussi. Il s'adresse vraiment au peuple des nations, notamment à travers le Hallel, et il essaye de faire comprendre au lecteur que le judaïsme est porteur d'un message, certes, que les Juifs doivent porter sous leur responsabilité, mais que les nations, un jour, viendront toutes à Jérusalem se recueillir, et que c'est par étapes que même le Hallel de la Haggadah nous prend pour nous amener vers les nations. Donc, quelque part, c'est un appel aussi au goyim, c'est un appel aux scientifiques aussi, beaucoup, aux politiques. Et donc, le texte, une fois qu'il est posé, il est livré au lecteur. Maintenant, le mot peur, P-E-U-R, quand il est écrit en 1942 à Lanteuil et en 1943, plutôt l'hiver 43-44, déjà pour eux, il n'a plus la même signification. Mais moi, la lectrice d'avant le corona, quand j'ai commencé mon doctorat, en plein corona, et puis voilà, on se trouve en pleine guerre où on voit des images qui nous rappellent effectivement ce que c'est que d'être vulnérable dans une société. Et donc, quand on lit le mot peur, aujourd'hui, le lecteur, automatiquement, il est conditionné par son propre environnement. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de leurs commentaires ? Finalement, ma thèse, elle est très, très personnelle. Elle ne reprend que ce que Yael David-Toiti a bien voulu comprendre de ce qu'ils ont écrit. Est-ce que je me suis trompée ? Je ne sais pas, mais en tout cas, une fois qu'ils avaient donné leur texte, c'était plus à eux de le commenter. Et ce sont des cahiers inédits. Une partie était dans la famille, une partie, j'ai réussi un petit peu par hasard à avoir un carnet qui m'est parvenu jusqu'à moi. Et je trouvais que c'était dommage que ça ne soit pas
Formidable. Alors, à part ce message chargé d'espoir, vous le soulignez, sur la pérennité d'Israël, Netzar Israël lo yishaker, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Quels sont donc, ça c'est le message principal en soi, je dirais, mais quels sont il nous reste une minute, même pas, quels sont le ou les principaux messages, au-delà des circonstances de l'époque, que vous avez eu raison de rappeler, mais des messages pour aujourd'hui? C'est toujours le même message. C'était aussi sur ça mon master, à travers leur Agadot. Tikva, l'espoir, l'espérance. Neher avait repris la phrase de l'hymne de l'Université de Strasbourg qui dit éduquer, c'est dire espérance. Donc, ça passe par l'éducation, certes, pas forcément des enfants, des sociétés, des adultes, mais c'est l'espoir. C'est que, quelles que soient les situations, et justement peut-être grâce à certaines situations, non seulement on n'a pas le droit de perdre espoir, mais on doit ouvrir cette lucarne qui nous appelle. Et c'est ce qu'ont fait les Neher pendant toute la guerre. C'est pour ça que cette famille qui a été unie n'a pas été touchée, parce qu'elle était englobée de cette aura qui la protégeait en quelque sorte. On a des photos de Lanteuil, on voit des petites katanes qui pendouillent sur la corde à linge. Ce qui est inimaginable en France à cette époque. Et on aura le plaisir de voir votre thèse devenir un livre, peut-être, dans les semaines qui viennent. Alors ça, c'est peut-être pas moi, je le souhaite en tout cas. J'espère que les ayants droit, puisque Richard a 2 filles qui peuvent publier les textes de leur papa. Donc j'espère qu'un jour, il y aura une nouvelle Agada de Mahanaïm, puisqu'elle a déjà été publiée, celle de 44, et par les éditions Erez. Donc si jamais il devait y avoir une nouvelle édition d'une nouvelle Agada de Mahanaïm sur les 4, avec le commentaire du Yariv et d'Ifshi, voilà, ce serait souhaitable. La mienne, ma thèse, elle sera en ligne quand les robots auront terminé de l'analyser sous tous les sens, sur le site des thèses.fr. Voilà. Parfait. Merci Yael David Toiti pour nous avoir fait vibrer au diapason de ces textes incroyables, écrits dans une situation incroyable. En tout cas, Pessar, Kacher et Samer à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine, pendant Pessar, avec une nouvelle réflexion. À bientôt.